Vous êtes bien sûr Héroïnes du sport, le podcast qui vous plonge au cœur des parcours de femmes exceptionnelles. Elles ont marqué le sport grâce à leur talent, leur persévérance et leur audace. Elles ont défié l'impossible et marqué l'histoire. Héroïnes du sport, leurs histoires méritent l'or et vous allez découvrir pourquoi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode très spécial aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un épisode concernant la Journée internationale des droits des femmes. Et cet épisode sera évidemment beaucoup plus focalisé sur le domaine du sport. Pour rappel, ce n'est pas la journée de la femme, mais bien la journée des droits de la femme. Et cette journée ne devrait même pas exister, mais elle est là aujourd'hui pour sensibiliser et rappeler que nos droits ne sont malheureusement pas acquis et qu'il y a encore un très long chemin à faire vers l'égalité. Les droits des femmes, c'est pas une seule fois par an, mais c'est tous les jours pour lesquels il faut se battre. Je vais découper cet épisode en 3 parties. Dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi cette journée existe et pourquoi le 8 mars. Dans un deuxième temps, je vais vous donner 8 dates clés qui ont marqué l'histoire des droits des femmes, qui concernent principalement le sport. Et enfin, je vais vous donner des actions que nous pouvons faire tous quotidiennement, ou en tout cas de manière régulière, pour soutenir et faire avancer les droits des femmes dans le sport féminin, tout ça. Alors, la Journée internationale des droits des femmes trouve ses racines à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. C'est une période qui est marquée par l'émergence de mouvements féminins qui revendiquent de meilleures conditions de travail et une reconnaissance de leurs droits fondamentaux, notamment le droit de vote. L'origine de la date du 8 mars est assez floue. Certaines historiennes estiment qu'elle provient des grèves ouvrières organisées à New York les 8 mars 1857 et 1908, où les travailleuses protestaient contre des conditions de travail précaires. Cependant, l'origine la plus largement reconnue aujourd'hui fait référence à une manifestation en faveur du droit de vote des femmes organisée par le Comité national des femmes du Parti socialiste américain. Et cette manifestation, appelée Women's Day, était célébrée chaque année aux États-Unis au début du XXe siècle, généralement le dernier dimanche de février. Et c'est aussi à cette époque, lors de la seconde conférence internationale des femmes socialistes en 1910 à Copenhague, que la leader socialiste allemande Clara Zetkin proposa une résolution visant à instaurer une journée internationale de la femme pour reconnaître les luttes menées par les femmes à travers le monde, dont celle pour le suffrage universel. La résolution fut approuvée par plus de 100 délégués de 17 pays. Et donc la première journée internationale des droits de la femme fut donc célébrée le 19 mars de l'année suivante en Autriche, au Danemark, en Allemagne et en Suisse. Puis elle se diffuse progressivement dans d'autres régions du monde. À la fin des années 1960, l'intérêt pour cette journée fut ravivé avec l'émergence du mouvement féministe. Et donc ainsi, en 1977, les Nations Unies vont adopter une résolution invitant les pays à consacrer une journée pour célébrer les droits des femmes. Et depuis, c'est le 8 mars qui est devenu cette journée de reconnaissance dans de nombreux pays. Maintenant, je vais vous donner 8 dates clés, ou en tout cas importantes, qui illustrent l'évolution des droits des femmes dans le sport. Première date, 1792. Cette année-là, Mary Wollstonecraft publie un essai qui s'appelle « Défense des droits de la femme », dans lequel elle plaide en faveur de l'égalité des sexes, en soulignant que les femmes ne doivent pas être limitées par des préjugés sociaux ou culturels et qu'elles doivent avoir accès aux mêmes droits et aux mêmes opportunités que les hommes. Elle remet en question les rôles traditionnels assignés aux femmes et défend leur droit à l'éducation, à la liberté et à l'autonomie. Le sport, à cette époque, est largement perçu comme un domaine réservé aux hommes, associé à la force physique, à la compétition et à des valeurs militaires et publiques.
on fait du sport pour pouvoir, entre guillemets, plus facilement faire la guerre et se battre. Et les femmes étaient souvent considérées comme trop fragiles ou inaptes à participer à ces activités. Wollstonecraft défend l'idée dans son essai que les femmes devraient être éduquées de la même manière que les hommes, c'est-à-dire développer leurs capacités physiques et intellectuelles. Son essai peut être vu comme une forme de plaidoyer indirect pour que les femmes aient également accès au sport, car l'éducation physique est une partie intégrante de l'épanouissement humain. Ces idées permettent de poser les bases des futures revendications féministes pour l'égalité des sexes dans les divers domaines, y compris le sport. Au XIXe siècle, des activités comme la natation ou l'équitation ont progressivement commencé à être plus accessibles aux femmes sous une forme restreinte tout de même et très codifiée par les normes sociales, bien qu'elles aient encore dû lutter pour avoir cette place. 1879. La première compétition féminine de tennis a eu lieu en 1879 à Dublin lors de l'Irish Open. Ce tournoi a été remporté par l'Irlandaise Mary Langrish, âgée de 14 ans, qui a marqué les esprits en s'imposant dans une compétition pionnière. Cet événement-là a joué un rôle clé dans l'introduction du tennis féminin, ouvrant la voie à une participation accrue des femmes dans ce sport. Et 2 ans plus tard, en 1881, le premier tournoi féminin à Wimbledon a été organisé, renforçant davantage la visibilité et la reconnaissance du tennis féminin. 1928. Les femmes participent pour la première fois aux JO d'été à Amsterdam, notamment dans les épreuves d'athlétisme et de gymnastique. Pour l'athlétisme, 5 épreuves féminines ont été introduites, le 100 mètres, le 800 mètres, le relais 4x100 mètres, le saut en hauteur et le lancer de disque. La participation des femmes à ces jeux a été le résultat de campagnes menées par des militantes, notamment Alice Mia, qui a énormément donné pour l'inclusion des femmes dans les compétitions olympiques. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter le premier épisode de mon podcast qui est consacré à sa vie et à sa carrière de directrice sportive et ainsi que à son combat pour la place des femmes dans le sport et surtout aux Jeux olympiques. Cette avancée-là n'a pas été sans controverse. Le baron Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux olympiques modernes, s'opposait fermement à la participation des femmes, estimant que leur place n'était pas sur les terrains de sport. Malgré ça, les JO d'Amsterdam de 1928 ont été un tournant, puisque cela a permis d'ouvrir la voie à une participation féminine accrue dans les éditions suivantes des Jeux olympiques. 1972. L'adoption du titre 9 aux États-Unis interdit la discrimination basée sur le sexe dans les programmes d'éducation et d'activité sportive. Et donc, quel impact sur le sport ? Eh bien, il y a eu une augmentation de la participation féminine. Avant l'adoption de cette loi, seulement 300 000 filles participent à des sports au niveau secondaire aux États-Unis, contre 3,6 millions de garçons. Et cette législation a permis une augmentation significative de la participation féminine, reflétant un changement majeur dans l'accès aux activités sportives pour les femmes. Également une évolution des budgets sportifs. En 1971, 1% des budgets sportifs des institutions éducatives étaient alloués au sport féminin. Le titre 9 a donc entraîné une réévaluation de ces allocations, favorisant une augmentation des ressources dédiées au sport féminin et contribuant donc à leur développement. Également, une influence sur l'équipe nationale féminine de football, puisque l'équipe féminine américaine de football a connu un développement exceptionnel, en grande partie grâce au titre 9, qui a offert des opportunités accrues aux femmes dans le sport. Cette équipe a constitué l'un des palmarès les plus impressionnants sur les scènes mondiales et olympiques. En bref, le titre 9 a donc joué un rôle crucial dans la transformation du paysage sportif américain en favorisant l'égalité des genres et en ouvrant de nouvelles opportunités pour les femmes dans le sport. 1984.
Les Jeux olympiques de Los Angeles de 1984 est marqué par l'arrivée de plusieurs nouvelles disciplines féminines reflétant les progrès réalisés en matière d'égalité de genre dans le sport. La gymnastique rythmique, la natation synchronisée, la planche à voile et le tir féminin viennent enrichir le programme des JO. Le tir féminin avait déjà entrouvert leurs portes en 1972 avec des épreuves mixtes en tir, mais c'est seulement en 1984 que les femmes ont pu avoir leur propre épreuve féminine de tir féminin. 1996. Cette année-là, ce sont les Jeux olympiques d'été à Atlanta qui marquent une étape importante dans l'histoire du sport féminin. De nouvelles épreuves furent ajoutées, le football féminin et le triple saut féminin sont pour la première fois au programme. L'intégration des femmes dans le football, le sport qui est tout de même le plus populaire du monde, a constitué une évolution majeure. C'est déjà un sport très populaire chez les filles aux États-Unis à cette époque, mais ça l'est encore plus devenu après que les Américaines aient eu le titre olympique. D'après le New York Times, plus de 76 000 personnes ont assisté au match, ce qui en fait à cette époque la plus grande foule à assister à un match féminin. Ces Jeux marquent donc le début de cette quête vers l'égalité de la répartition hommes-femmes aux Jeux olympiques et dans les disciplines inscrites au programme. 2012. 2012 ont lieu les Jeux olympiques de Londres. Ils marquent une étape historique en matière d'égalité des genres dans le sport. Pour la première fois, toutes les nations participantes ont envoyé des athlètes féminines. Avant ces Jeux, 3 pays n'avaient jamais inclus de femmes dans leurs équipes olympiques: l'Arabie Saoudite, le Qatar et le Brunei. Le CIO, donc le Comité international olympique, a exercé des pressions sur ces nations pour qu'elles intègrent des athlètes féminines dans leur délégation. Le Qatar a annoncé en juillet 2010 qu'ils enverraient des femmes aux Jeux olympiques de Londres. En mars 2012, Brunei a emboîté le pas. Quant à l'Arabie Saoudite, après des discussions et des menaces potentielles d'exclusion, le CIO a annoncé en juillet 2012 que 2 Saoudiennes participeraient aux Jeux de Londres. 2024. En 2024 a eu lieu, je pense comme vous le savez, les Jeux olympiques de Paris. Premier jeu où la parité homme-femme est presque parfaite. C'était l'objectif de ces Jeux olympiques. Ça a été respecté au niveau des places qualificatives prévues par le CIO, qui assure avoir, je cite, offert une égalité des chances aux athlètes femmes et aux athlètes hommes, avec une répartition 50-50. Mais en réalité, il y a eu 11 237 athlètes qui se sont qualifiés pour les Jeux olympiques, avec 192 hommes de plus que de femmes. Plusieurs raisons à cet écart. Déjà, le système de qualification varie d'une fédération internationale à une autre, et c'est également valable pour les comités nationaux. Il y a aussi 5 disciplines où le fossé se creuse: la lutte, l'équitation, le football, la gymnastique rythmique et la natation artistique. Des sports qui sont pour certains très stéréotypés, comme la gymnastique rythmique par exemple, qui n'a pas d'équivalent masculin. Pour pallier parfois aux écarts, des épreuves mixtes ont été créées. Par exemple, le relais mixte marathon de marche a remplacé le 50 km marche masculin, ce qui a donc obligé les délégations à faire concourir autant de femmes que d'hommes. Parmi ces 8 dates, j'ai beaucoup évoqué les Jeux olympiques parce que c'est un des événements sportifs les plus médiatisés au monde, avec la Coupe du Monde de football et le Tour de France. Et donc, plus il y aura de femmes visibles durant les Jeux, plus cela inspirera, favorisera d'autres femmes à se lancer dans un sport en particulier. Et par conséquent, il y aura donc plus d'investissement des clubs ou plus d'investissement dans les infrastructures pour pouvoir accueillir plus de femmes. Même si ça reste bien évidemment en théorie, puisqu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Même si le sport féminin se développe de plus en plus, qu'est-ce que nous pouvons faire à notre échelle et quotidiennement ?
Eh bien, justement, je vais vous donner quelques actions à faire pour soutenir et montrer de l'intérêt au sport féminin. Une chose très simple et que aujourd'hui nous pouvons faire très facilement puisque nous avons tous accès au moins à un réseau social, c'est de soutenir les athlètes féminines sur les réseaux. Instagram, YouTube, il y a de plus en plus de sportives qui partagent leur quotidien via des vlogs, des vidéos sur leurs entraînements quotidiens. Et l'idée, c'est de partager peut-être parfois leurs prouesses autour de vous, voire même, selon vos moyens, bien d'acheter des produits liés à l'athlète que vous aimez ou bien aux équipes que vous suivez. Ensuite, dans le même esprit, ça va être de partager des articles sur des sportives féminines ou des événements sportifs féminins qui se passent autour de chez vous, pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui s'y intéressent, qui participent à ces événements en question. Ce qui m'amène à un autre point, c'est d'acheter, de prendre un billet pour un match féminin pour soutenir donc votre équipe préférée ou bien une équipe locale. Plus il y aura du monde dans les stades pour soutenir les femmes, plus ça montrera l'intérêt que l'opinion publique, que les gens de manière générale ont pour le sport féminin. Et donc, il y aura donc plus de sponsors, mais également plus de médiatisation. Et ainsi, plus de gens vont donc s'y intéresser. Et c'est un cercle vertueux. Ce qui m'entraîne sur un autre point, c'est de regarder plus de sport féminin à la télé, tout bêtement. Si vous en avez l'occasion, même si vous êtes juste en train de zapper, vous ne savez pas trop regarder, puis vous tombez sur un match de football féminin, admettons, et ben n'hésitez pas à le regarder. Encore une fois, plus il y a de l'audience, plus ça va intéresser les sponsors, plus il y aura encore de médiatisation derrière, et c'est toujours un cercle vertueux en fait. Et enfin, en dernier point, c'est de soutenir les clubs sportifs locaux féminins, d'encourager la participation des filles dans des sports où elles sont sous-représentées, de soutenir des programmes ou des associations qui favorisent l'accès des femmes et des filles à des activités sportives. Ce qui veut aussi dire d'être bienveillant et d'avoir un discours positif vis-à-vis de femmes qui se lancent dans des sports où elles sont très sous-représentées ou alors dans des sports qui sont encore dits masculins. Par exemple le rugby, parfois le football, le cyclisme, si maintenant avec le Tour de France féminin, il y a de plus en plus de femmes qui se mettent au vélo. La boxe, enfin voilà, tous ces sports qui sont encore très masculins, de ne pas freiner les femmes à se lancer dans ces sports-là, mais au contraire à les encourager, à les accompagner dans cette démarche, parce qu'elles ont peut-être au fond d'elles un rêve, une envie de se dépasser, de tester un nouveau sport, et peut-être d'aller assez loin dans cette discipline. Donc vraiment d'avoir un discours positif envers ces femmes qui se lancent dans des sports où elles sont déjà pas beaucoup représentées et où elles peuvent se sentir aussi seules en se disant bah mince, je suis une des rares filles, est-ce que j'ai vraiment ma place dans cette discipline au final? Donc vraiment d'avoir ce discours positif et de les encourager à aller au bout de leurs envies. Voilà, c'est la fin de cet épisode spécial Journée internationale des droits des femmes. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que vous avez appris beaucoup de choses. C'est un épisode qui me tient un peu à cœur parce qu'il y a tellement de choses encore à faire aujourd'hui pour que les choses évoluent, pour qu'on soit de plus en plus représentés dans tous les sports qui existent et qu'on mérite autant notre place dans le sport que les hommes. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à le noter, à le partager autour de vous pour que les connaissances autour des droits des femmes et de l'histoire des droits des femmes dans le sport soient